bonjour, je vous excusez pour les techniques. Il n'y aura peut-être pas de projection PowerPoint, mais c'est pas très grave, considérant que, en gros, ce que je vais vous présenter là, c'est un article que je suis en train de rédiger qui fait suite à une présentation que j'avais faite au dernier colloque qu'on avait fait sur les industries culturelles le 6 avril 2012. Donc pour ceux qui étaient présents à ce colloque, je reprends certains thèmes que j'y ai déjà abordés et j'essaie de les développer un petit peu. Alors, l'intitulé de cette communication s'appelle Des pays, la construction de la valeur et des biens et services créatifs. Alors, le point de départ de cette réflexion, c'est une communication qui se veut plutôt théorique et qui propose en gros de donner des clés pour comprendre le fonctionnement des BPI dans la construction de la valeur des biens et services créatifs qui nous intéressent ici. Le point de départ de cette réflexion est lié à un constat. Les DPI étaient présentés, donc les droits de propriété intellectuelle, étaient présentés par de nombreux écrits comme au cœur de l'économie créative. Alors, dès 1998 des CLS, on présente que les industries créatives sont des activités qui trouvent leur origine dans la créativité individuelle, la compétence, le talent, et qui produisent de la richesse et de l'emploi par la production et l'exploitation de propriétés intellectuelles. Voilà. John Hopkins, que tout le monde connaît, donc le consultant qui a beaucoup fait pour la propagation de cette idée d'industrie créative, propose dans son ouvrage vraiment fondateur en 2001 que l'intellectual property is the currency, donc est la monnaie de la nouvelle économie. Et dans le rapport de la CNUSED en 2008, on trouve un petit peu la même idée. En gros, les industries créatives peuvent produire des revenus sous forme d'échanges commerciaux et de droits de propriété intellectuelle. Donc il y a un constat de départ assez simple, les droits de propriété intellectuelle apparaissent comme au cœur de l'économie créative. Donc, de tous ces écrits, on s'aperçoit qu'au-delà de la production d'idées, l'économie créative aurait impérieusement besoin d'un cadre légal spécifique afin que les idées se convertissent en monnaie. Ce processus, dans tous ces écrits, constitue néanmoins une boîte noire. C'est-à-dire que les droits de propriété intellectuelle apparaissent en gros comme une sorte de pierre philosophale moderne, incapable de changer les idées en or, en argent, en or. C'est donc précisément ce processus que nous allons interroger dans le cadre de cette communication. Pour ce faire, nous avancerons la proposition suivante. Les droits de propriété intellectuelle ont pour fonction essentielle d'inclure et de maintenir les biens et services créatifs dans une économie des singularités. Alors c'est par ce truchement que la plupart des industries créatives sont à même de produire des richesses dans un contexte de forte concurrence internationale. Il ne faut cependant pas y voir du tout une relation de nécessité. J'insiste sur ce point. Alors quand je parle d'industrie créative, je désigne en gros un ensemble de secteurs économiques dans leur acception, dans leur circonscription la plus large possible, telle que donnée par les différents rapports que j'indique ici, afin de ne pas centrer la communication sur les processus qui sont déjà communs au sein du cœur de ces industries créatives, que sont les industries culturelles. Alors, je prends une définition très très large qui est donnée par Hartley dans son ouvrage récemment sorti en 2013. Pour lui, les industries créatives sont un continuum de secteurs caractérisé par des modalités de production, avec de la créativité, l'information et le savoir comme ressources essentielles, des fortes composantes de recherche et de développement, puis d'autres caractéristiques que je vais détailler, et puis des modalités de consommation. Les industries créatives se caractérisent par le fait qu'on est dans une économie d'expérience. Très bien. Alors, j'ai annoncé que je prenais le parti de Lucien Perpic, c'est-à-dire que j'ai recours à cette théorie des singularités afin de caractériser à sa suite un mode d'existence spécifique à certains biens et services qui s'abstrait du régime commun de fonctionnement du marché. Or, ce que je vais tâcher de montrer dans le cadre de cette communication, ce mode d'existence n'est pas nécessairement lié aux propriétés naturelles des biens et services considérés, c'est-à-dire que ce ne sont pas des données propres à certains objets ou activités, mais ils peuvent résulter d'un travail de qualification qui les fait passer d'un état de marchandise homogène à celui de marchandise singulière. Cette communication vise donc, par ce biais, à ouvrir la boîte noire des droits de propriété intellectuelle et de l'économie créative suivant une approche institutionnaliste. Donc il y aura un plan en 3 parties. Je vais décrire très succinctement le contexte d'émergence de la notion d'industrie créative en me reportant à des travaux que vous connaissez sans doute tous ici.
Je vais également parler des caractéristiques propres à leurs produits dans une première partie. Dans une seconde partie, je vais analyser la contribution des droits de propriété intellectuelle au processus de singularisation qui caractérise de façon croissante l'économie des biens et services créatifs. Et dans une troisième partie, j'évaluerai la portée de ce processus quant au mode de valorisation des produits. Alors, première partie, contexte d'émergence des notions. Tout le monde sait que l'émergence et la diffusion de la notion d'industrie créative s'inscrit dans un contexte idéologique et économique marqué par la mondialisation des échanges commerciaux et de la production, l'interconnexion des marchés, les mouvements de dérégulation et le développement des technologies de l'information et de la communication comme projet sociétal et moteur de croissance espéré. L'accentuation significative de la compétition internationale fondée sur des coûts de production et singulièrement sur le coût du travail pousse les pays de la triade à chercher des avantages comparatifs fondés à la fois sur la recherche et le développement d'innovation, qu'elles soient techniques, organisationnelles, financières, communicationnelles, etc., et la technicisation croissante de la production. Il s'agit principalement pour ces pays d'améliorer leur compétitivité à leur prix, et c'est dans cette perspective que la notion de créativité est promue afin d'une part de favoriser la formation, le pouvoir d'initiative et l'esprit d'entreprise de travailleurs qualifiés, souples et adaptables, ainsi que le souligne Philippe Bouquillon et Jean-Baptiste Lecoffre qui parlera tout à l'heure, et d'autre part et surtout de développer une stratégie industrielle et commerciale de distinction fondée sur des spécificités culturelles, ainsi que l'a souligné Gaëtan Tremblay. L'objectif est par conséquent d'identifier une partie de la production de puissance industrielle menacée par l'émergence et l'affirmation fulgurante de nouveaux acteurs dans le système économique, en consacrant certaines de leurs caractéristiques comme des attributs incommensurables, c'est-à-dire un propre irréductible à toute tentative de comparaison ou d'assimilation et qui est au fondement même de la valeur des marchés. Cette stratégie implique des procédures de labellisation, dont les droits de propriété intellectuelle, notamment la PLEA, donc la propriété littéraire artistique, les marques, les dessins, ne sont qu'une forme parmi d'autres. La labellisation, qui va faire passer une marchandise dans le domaine de la singularisation, peut aussi être réalisée par des labels de qualité territoriaux. Pensons par exemple aux AOC. C'est une façon de singulariser un produit. Des labels de production. Pensons par exemple au label bio. Ce genre de choses. Alors, ça c'est le contexte d'émergence de la notion d'industrie créative. On va s'intéresser, est-ce que les activités et marchandises des industries créatives proposent des propriétés spécifiques, ce qui différencie fondamentalement les entreprises créatives de celles rattachées à d'autres secteurs ou branches d'activité, et leur aptitude à intégrer, dans des proportions toutefois très différentes, des composantes symboliques, c'est-à-dire des significations, des valeurs expressives, esthétiques ou sensibles, alors par exemple la gastronomie c'est une valeur sensible, à la production. Il apparaît ainsi que, malgré une circonscription très fluctuante, suivant les écrits, suivant les rapports, il y a une dimension sémiotique ou symbolique qui est mise en avant dans les discours tant institutionnels qu'universitaires, afin de construire cette catégorie très hétérogène d'industrie créative. Dans cette perspective, la créativité s'apprécie donc en premier lieu par cette capacité à produire des signifiants, des expériences nouveaux, originaux, intégrés aux différents produits et contribuant de façon décisive à leur valorisation, en ce que cette dimension symbolique et ou sensible des biens et services proposés est au moins aussi importante aux yeux du consommateur que leur dimension strictement fonctionnelle. La qualité de ceci, il en résulte que la qualité de ceci ne peut se réduire à des critères techniques ou économiques objectivables, favorisant ou non la décision d'achat, elle est au contraire en grande partie liée à des motivations et critères d'appréciation subjectifs. L'enjeu pour les politiques industrielles et pour les producteurs tenant de la créativité est donc de produire des composantes symboliques suffisamment attractives afin d'échapper à une concurrence fondée sur les prix ou les propriétés matérielles des produits et ainsi affaiblir les potentialités de substituabilité de leur production. Il n'y a rien de trop nouveau là-dedans, c'est une caractéristique qui avait été identifiée par l'équipe qui a écrit Capitalisme et industrie culturelle, déjà en 1978. Ils avaient qualifié ça comme l'unicité des produits, une caractéristique des productions des industries culturelles, et ça rejoint quelque part la thèse de l'esthétisation de la culture, alors que proposée par Featherstone, ou de la culturalisation proposée par la chimerie de la production. D'accord ? C'est-à-dire qu'on confère à toutes les productions des composantes symboliques. Alors, c'est précisément sur cela que repose toute la stratégie de distinction, et c'est précisément là où les DPI, plus particulièrement les marques, le design et la propriété artistique, sont décisifs. Il s'agit par leur truchement d'abstraire une part croissante de la production du régime commun de concurrence des biens et services par les prix pour les replacer dans une économie des singularités, c'est-à-dire dans des modes de valorisation
déconnectant prix, qualité, coût de production et fondé sur une concurrence par la qualité hors de toute axiologie. C'est ce qui permet de différencier des produits singuliers avec des produits différenciés. Des produits différenciés, les produits vont être distingués en fonction d'une axiologie commune, par exemple les caractéristiques techniques. Les produits singuliers, il n'y a aucune axiologie commune pour toutes les productions qui répondent à ce qualificatif. Les produits deviennent ainsi des incommensurables. La logique de l'ersatz devient proscrite et les marchés se construisent non pas sur l'offre de produits différenciés, mais quelque part équivalents, puisque répondant à une même axiologie, mais à partir de produits uniques susceptibles, ou non, de rencontrer une demande propre. Alors, que font les droits de propriété intellectuelle là-dedans ? Ils participent à la qualification et la protection du singulier. Dans la théorie de Lucien Carpic, les singularités se caractérisent en vertu de 3 critères interdépendants. Premièrement, leur multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'un bien singulier ne peut s'apprécier en fonction d'une seule échelle de qualité, d'une axiologie simple. Ce qui implique le passage de la décision économique, c'est-à-dire d'un processus de computation de la part du consommateur, est-ce que ce bien est mieux ou moins bien qu'un autre bien, ce passage donc de la décision économique au jugement. Est-ce que je préfère ou ne préfère pas ce bien à un autre bien? Dès lors, on considère qu'il y a une incommensurabilité. Et pour ces raisons, on considère qu'il y a une incertitude qui pèse sur leur valorisation qui est beaucoup plus importante que pour les produits d'autres secteurs au fonctionnement plus commun. Il existe évidemment des singularités en soi. Par exemple, un tableau-mètre est en soi une singularité. Et la plupart des singularités, c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette courte partie-là, donc la plupart des singularités issues des industries nouvellement qualifiées de créatives le sont en vertu d'institutions et définissant les protégeant comme telles, au premier rang desquelles on trouve les droits de propriété intellectuelle. D'un point de vue analytique, il s'agit donc ici de s'intéresser à 2 aspects. Le premier concerne le rôle de l'institution légale dans la construction de la singularité. Le second concerne la préservation du caractère singulier de la production. Premier point, la reconnaissance juridique du singulier. Il s'agit d'envisager ici la singularisation plus que la singularité, c'est-à-dire le processus plus que le donné, et ainsi se garder d'une vision substantialiste qui poserait la singularité uniquement comme une propriété intrinsèque de l'objet considéré, car tout l'enjeu des politiques de développement des droits de propriété intellectuelle est précisément de faire devenir singulier. Donc, depuis l'ouvrage précurseur de Berger et Luckmann, nombre de travaux ont mis en évidence le fait que les institutions ont fondamentalement une activité de dénomination et de classification des individus comme des objets et participent en cela à la définition du réel social. En tant qu'institution, les droits de propriété intellectuelle fonctionnent de la sorte et participent donc à la qualification conjointe d'un objet dont la particularité est d'être immatériel et qui, au terme d'une procédure d'éligibilité, sera reconnu ou non comme singulier, c'est-à-dire multidimensionnel et incommensurable, et au moins d'un individu ou d'une personne morale qui, au terme de cette procédure, sera désigné ou non comme l'auteur et ou le propriétaire de l'objet en question. Ces procédures d'éligibilité éprouvent principalement la nouveauté ou l'originalité. Alors l'originalité, c'est une rémanence de la justification personnaliste du droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est original? C'est ce qui manifeste des traits de personnalité. Donc, ces procédures d'éligibilité, elles vont éprouver la nouveauté ou l'originalité dans le cas des produits esthétiques, donc l'originalité dans le cas des produits esthétiques de l'objet présenté, et dans une moindre mesure sa portée, puisque cette portée soit technique, industrielle, esthétique et symbolique. J'ai mieux pas. Et assigne, cas échéant, un statut particulier à son porteur, c'est-à-dire celui qui le publicise, il devient l'auteur, l'inventeur, le propriétaire, et s'identifie ainsi aux yeux de la loi. Ces objets idéaux correspondent dans la plupart des systèmes légaux des pays démocratiques et économiques du marché à 4 types de droits qu'on regroupe sous la dénomination de propriété intellectuelle. Les droits de propriété artistique, qui qualifient les expressions en œuvre originale, le droit de la propriété industrielle, qui porte sur les inventions techniques, et qu'on laissera de côté ici, le droit des marques, qui singularise le nom d'un produit ou d'une personne morale, et le droit des dessins et modèles, appelé généralement droit du design dans les pays anglo-saxons, et qui singularise les aspects visuels d'un produit industriel. Le moment juridique de la montée en singularité des biens et services créatifs s'effectue donc idéalement suivant 2 phases de qualification. La première apprécie les qualités de l'objet et le constitue cas échéant en quasi-propriété, et la seconde identifie le propriétaire de l'idée.
Ceci étant dit, il y a quelques remarques qu'il faut formuler. Il faut indiquer, premièrement, que les procédures qui apprécient les qualités de l'objet sont fréquemment réalisées a posteriori en cas de litige. Deuxièmement, est-ce qu'on peut considérer que ce processus est propre aux industries créatives? Assurément non, il suffit de regarder les dépôts à l'INPI pour se convaincre que beaucoup d'autres secteurs déposent énormément de demandes de brevets, enfin de protection intellectuelle. Cependant, pour les industries créatives, ce processus est essentiel car c'est lui qui garantit leur multidimensionnalité et donc leur incommensurabilité. C'est-à-dire que c'est lui qui garantit le passage d'une économie de biens différenciés à une économie de biens singularisés. Cependant, et je reviendrai dessus, ce n'est pas parce qu'on construit de la singularité qu'on produit de la valeur. Je vais passer là-dessus. Alors, rapidement, la protection de l'identité, pour que cette montée en singularité juridique, comme reconnaissance de l'unicité de l'objet, c'est-à-dire de l'idée, et de son ou ses propriétaires, ait une portée économique, il faut qu'elle s'accompagne de mécanismes garantissant la non-substituabilité des produits qui lui sont liés en accordant pour ce faire un monopole d'exploitation. Cette nécessité d'une reconnaissance et d'une protection institutionnelle de l'identité des produits apparaît d'autant plus grande que les objets en question, expression, idées, connaissances, informations, noms, sont immatériels et en cela aisément appropriables par d'autres puisque naturellement non rivaux et non excluables à partir du moment où ils sont publicisés. Cette protection est considérée comme vitale par les acteurs industriels et politiques, d'où le phénomène récent d'empilement juridique, c'est-à-dire qu'on observe des superpositions de droits sur un même objet qui est de plus en plus fréquent dans l'économie créative. Et puis surtout, l'extension internationale fulgurante des droits de propriété intellectuelle afin de garantir l'unicité des biens et services créatifs sur les différents marchés. Alors je passe ça sur l'internationalisation des droits de propriété intellectuelle pour en venir à la question que j'ai laissée en suspens, c'est-à-dire comment les droits de propriété intellectuelle participent de la construction de la valeur. J'ai donc indiqué que les droits de propriété intellectuelle sont un maillon essentiel dans la construction de la valeur. Ils sont qualifiés abusivement d'APULS par Bilton, donc l'APULS des industries créatives, voire de monnaie celle-ci par Hawkins. Je viens d'indiquer que les droits de propriété intellectuelle contribuent à l'institutionnalisation d'un régime de singularité pour les produits des industries créatives. Dès lors, la question est comment rattacher ce régime de singularité à une logique de production de la valeur. Il s'agit ici d'examiner le rôle des droits de propriété intellectuelle dans le processus de construction sociale, par opposition ou en complément d'une logique ou d'une approche de la valeur substance, c'est-à-dire l'objet aurait une valeur en soi. Là non, la valeur va être créée par l'interaction sociale, donc le processus de construction sociale de la valeur des biens et services des industries créatives. Il convient dès lors de distinguer d'une part les ressources aliénables, c'est-à-dire les ressources qui sont cessibles, des ressources qui sont attachées. Elles sont attachées à un acteur. Les droits de propriété intellectuelle sont ainsi à la fois des objets de transaction, c'est-à-dire des ressources aliénables par l'acteur, et des équipements de marché qui identifient produits et producteurs, donc des ressources attachées, et participent ce faisant à leur valorisation. Donc les industries créatives ont comme particularité de produire quasi systématiquement deux types de produits échangeables sur deux marchés différents mais interdépendants. D'un côté, des biens et services résultant d'idées qui présentent la particularité d'être symboliques, des idées symboliques, donc une perspective anthropologique, c'est-à-dire qui réunissent, expliquent, expriment du sens, et originales. C'est comme ça que les qualifie le système juridique. Et puis, deuxième type de produit, deuxième type de marché lié à ces industries culturelles, des droits sur ces idées. On va donc s'intéresser à trois aspects. La valeur d'usage des droits de propriété intellectuelle, la valeur d'échange des droits de propriété intellectuelle et la valeur des biens et services sur lesquels portent ces droits de propriété intellectuelle. Valeur d'usage des droits de propriété intellectuelle. Fondamentalement, la valeur d'usage des droits de propriété intellectuelle réside dans leur capacité à contrôler les actions des autres. C'est un faisceau de droits qui confère ainsi une valeur d'échange aux idées. Nous venons d'expliquer que les droits de propriété intellectuelle participent à la transformation des biens et services en singularité. La singularité se définit comme un mode d'existence de produits qui ne répondent pas à la caractéristique canonique de l'économie, à savoir la concurrence par les prix, parce qu'ils sont incommensurables, c'est-à-dire qu'ils proposent des qualités incomparables. La singularité ne se définit pas forcément par les propriétés du bien considéré, mais par leur traitement juridique. Dans bien des cas, le caractère singulier s'apprécie
par différence de degré plus que par différence de nature, et les droits de propriété intellectuelle concourent à cette différenciation de degré. On peut voir cela, par exemple, dans le rôle devenu prépondérant des marques dans l'industrie du textile ou du design dans l'industrie du luxe. Je peux soit acheter un stylo, c'est un produit indifférencié, soit acheter un Montblanc. D'accord. Et ça, c'est un produit singulier. Alors, très vite. Donc, la valeur d'usage, c'est de permettre de contrôler les actions des autres. Les droits de propriété intellectuelle contribuent à la production de la singularité et transforment cette singularité en monopole. Cependant, la singularité ne se réduit pas au concept de monopole, en raison notamment de la dimension symbolique, signifiante, sensible, attachée à l'objet considéré. De même, le rôle des droits de propriété intellectuelle ne se limite pas à l'attribution d'un monopole. Ce qu'il faut voir donc fondamentalement, la valeur d'usage des droits de propriété intellectuelle, c'est qu'en singularisant les biens et services, ils produisent de la rareté, c'est-à-dire qu'ils arrivent à créer de l'excluabilité suivant 3 niveaux, la concurrence directe, les secteurs connexes et la consommation. Je n'ai pas pu me développer, je vous prie de me pardonner. Deuxième point, les droits de propriété transforment l'idée en marchandise, c'est-à-dire qu'on produit des valeurs d'échange sur les idées. Les droits de propriété intellectuelle sont un médium par lequel l'idée intègre le domaine de l'échange économique. Les droits de propriété intellectuelle fonctionnent comme un mécanisme de transmutation de ressources d'autorité, c'est-à-dire le contrôle des activités d'autrui en ressources d'allocation, c'est-à-dire des flux monétaires en contrepartie d'une licence, c'est-à-dire un droit d'usage, un droit de diffusion, etc. Les droits de propriété intellectuelle sont donc des objets de transaction. Ils ont une valeur d'échange propre et leur marché fonctionne suivant le régime de la singularisation. C'est la raison pour laquelle il y a une difficulté très grande à quantifier les transactions des droits et il y a une difficulté très grande à évaluer la valeur de ces droits. Il en résulte une liquidité très faible des droits de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a des droits qui peuvent droit à des flux financiers et qui, au contraire, malgré cela, sont relativement peu échangés sur les marchés. Je vais très vite. On va passer maintenant du côté du droit de propriété intellectuelle sur les marchés des biens et services créatifs. J'ai dit que les droits de propriété intellectuelle peuvent apparaître comme un équipement du marché et une garantie du principe de distinction. On a dit que les biens des industries créatives sont des biens d'expérience. Il y a donc une opacité sur les qualités des produits qui sont proposés. Les droits de propriété intellectuelle permettent de réduire cette opacité en garantissant une information pour les consommateurs potentiels sur la qualité des biens et services proposés. Il y a une identité sociale qui est donc protégée par la loi et qui va fonder quelque part l'aura, j'utilise le terme à la Benjamin, l'aura du bien. C'est précisément cette propriété qui est à l'origine d'une constitution d'une industrie de la contrefaçon. Il est donc de toute première importance que les industries créatives, que l'identité de leurs produits soit protégée, car d'elles dépend leur caractère incommensurable et préservant ainsi d'une concurrence par les prix. La question qu'on peut se poser dès lors, c'est a-t-on besoin des droits de propriété intellectuelle pour cela, pour protéger cette identité? Le droit de la concurrence ne pourrait-il pas fournir un service, remplir une fonction analogue? Ce qu'on observe également, c'est qu'il y a une contradiction interne dans le fonctionnement des droits de propriété intellectuelle. J'ai expliqué que les droits de propriété intellectuelle concourent à une rareté artificielle des produits singularisés. Or, la valeur d'usage de l'objet créatif est une valeur qui ne se construit que par, c'est-à-dire qu'il y a une détermination du sens, et dans, c'est-à-dire qu'il y a une valeur signe, l'interaction sociale. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais c'est fondamental. En gros, on crée de la rareté, alors que pour pouvoir créer de la valeur, il faut une diffusion qui soit maximale. D'accord ? Il y a donc une contradiction fondamentale inhérente au procès de marchandisation des productions de l'esprit entre, d'une part, une exigence de publicisation qui était à la base de la constitution de la valeur d'usage des biens et services, et d'autre part, une exigence de contrôle de cette publicisation, donc de production de la rareté, par laquelle se crée, hic et nunc, la valeur d'échange à la fois des droits et des biens sur lesquels il s'exerce. J'arrête là.
Donc, merci pour votre attention et pour votre patience. Merci. Je demande la parole à la salle. Il y a quelqu'un qui veut poser des questions ou faire des considérations sur la relation? Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans la préséance? Question brève, réponse brève. Oui. Non, d'accord. Mais pourquoi technicien a fait contre Tu l'as évoqué à la fin, tu as eu le temps de développer l'idée que la valeur complète d'usage se joue dans l'interaction sociale, est-ce que du coup ça n'oblige pas à revenir à ce que tu as mobilisé chez Carpi, c'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas de dimension objective, une dimension subjective au jugement et pas au choix, pour dire qu'on est dans une dimension au moins intersubjective. C'est-à-dire que le subjectif cache en fait le fait qu'il y a des bases communes, un arrière-plan social, et avec cette question, du coup, est-ce que tu peux revenir sur cette idée que les DPI équipent le marché toujours au centre de Carpi, mais réduisent l'opacité pour les consommateurs? Là, j'ai eu du mal à suivre jusque-là. C'est-à-dire que ça va dans le même sens que celle de est-ce que c'est uniquement subjectif ou très subjectif? Alors, sur l'intersubjectivité, si, tout à fait d'accord. Pour être court, c'est pas du tout subjectif. Il y a des tenants de la valeur subjective, notamment les anglo-saxons, c'est-à-dire le rapport de l'individu à un objet, son utilité. Mais je considère que fondamentalement la valeur est dialogique, c'est-à-dire qu'elle est intersubjective. Premier point. Deuxièmement, sur l'opacité, non, c'était pour dire des choses très très simples. Une marque, ça permet d'identifier un objet et c'est donc un gage de garantie, une labellisation pour le consommateur. Des autres questions? Non. Alors, il n'y a pas d'autres questions. On peut passer à la intervention suivante. C'est alors Thomas Paris, est professeur affilié à la HEC de Paris et nous parlera de l'industrie de la création et politique publique. Merci, bonjour. Je suis chercheur au CNRS avant tout et professeur affilié effectivement à HEC. Alors, le titre que vous venez d'entendre peut paraître un peu prétentieux, industrie de la création et politique publique, d'autant plus que je ne suis absolument pas du tout spécialiste des politiques publiques et que, comme vous allez voir, je vais prendre mes distances avec la définition dominante de ce que sont les industries de la création, que je appelle une industrie de la création et non pas industrie créative. Alors ce que je vais essayer de faire pendant ces 20 minutes, c'est de vous montrer comment dans un parcours de recherche qui est celui d'un gestionnaire, donc qui s'intéresse aux organisations, ces questions ont émergé et comment ces questions sont centrales et comment elles se posent. Et plus précisément, je vais essayer de vous montrer que la question n'est pas tant de savoir s'il faut ou pas un soutien public dans ces secteurs, mais beaucoup plus la question de la forme de ce soutien public. Alors, juste, je voudrais introduire cela par une toute petite illustration. Je pense qu'il n'a échappé à personne, en tout cas parmi les Français de la salle, qu'il y a eu un grand débat qui a été lancé sur le cinéma français au mois de décembre, et que la question en toile de fond était finalement est-ce qu'il n'y a pas trop d'argent? Les acteurs sont trop payés, le coût des films est beaucoup trop important. D'une certaine manière, la question revenait à ça. Et hier, la commission qui a été dirigée par Pierre Lescure a rendu son rapport, et dans lequel la préconisation principale, c'est de dire on va aller chercher des ressources supplémentaires en taxant un certain nombre de dispositifs. Donc d'un côté, tout un débat sur est-ce qu'on n'est pas dans un système qui brasse trop d'argent, et de l'autre côté, une réponse qui n'est pas tout à fait la réponse à la question posée, qui est on va aller chercher de l'argent en plus. Et ce rapprochement qui n'a pas encore été fait, j'espère qu'il le sera, j'en suis pas sûr du tout,
montre bien la difficulté de penser la question des politiques publiques dans ces secteurs-là. Alors, moi le point qui me semble important, alors je trouve que le titre de Grand Tournant, qui a été proposé pour le colloque, est un très bon titre, parce que je pense qu'il faut faire cette opération de grand tournant, moi je parle de changement de paradigme, pour aborder cette question des politiques publiques dans le cadre de cette catégorie d'industrie de la création. C'est-à-dire que le passage de la notion d'industrie culturelle à la notion d'industrie de la création, encore une fois, j'étais malheureusement pas hier matin, mais je n'ai pas forcément la même interprétation que ce qui a pu être dit hier, mais n'est pas seulement un passage rhétorique, et derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui se joue, et la notion, la catégorie de l'industrie de la création doit être prise au sérieux si on veut penser les politiques publiques. Voilà ce que je vais essayer d'illustrer dans le cadre de cette communication. Alors, dernier point d'introduction, tant la notion d'industrie de la création que la question des politiques publiques ont émergé dans le cadre d'un parcours de recherche que j'ai mené depuis maintenant une quinzaine d'années, qui est un parcours de recherche en gestion, je l'ai dit, qui portait originellement sur les industries culturelles, principalement le cinéma et la musique, et qui s'est élargi. Et la question de son élargissement est importante et je vais vous l'expliquer. Et d'autre part, dans le cadre de ce parcours, j'ai commencé à m'intéresser aux droits d'auteur, donc comme Vincent. Je me suis ensuite intéressé à la question de la diversité culturelle, puis à la question des territoires créatifs, entre autres. Je ne vais pas évoquer tous les sujets, mais et dans chacune de ces problématiques, la question des politiques publiques était centrale. Donc cette question-là, qui n'était absolument pas le cœur de mon interrogation, a émergé au fil de ce parcours de recherche. Alors pourquoi j'étais amené à élargir le champ d'investigation pour deux raisons que je vais essayer de vous présenter rapidement. La première raison, je fais manimal cet objet, je ne touche plus à rien. Vous m'entendez là ? Oui. La première raison, c'est que pour avoir travaillé sur les secteurs du cinéma et de la musique, et pour avoir été amené à mener une petite enquête ensuite dans le monde de l'architecture, j'ai été frappé par les similitudes qu'il y avait, vraiment en tant que gestionnaire, encore une fois, c'est-à-dire que j'intéresse au processus, aux organisations, à la manière dont les choses se font, au processus de production. J'ai été frappé par les points communs qui pouvaient exister entre ces deux secteurs. Caricaturant rapidement, notamment entre la relation entre producteurs et réalisateurs d'un côté et entreprises architectes de l'autre. Et parallèlement, mes travaux sur la diversité culturelle sont arrivés à une forme d'aporie, c'est-à-dire que la question de la diversité culturelle se double de celle de la mesure. C'est-à-dire que la diversité culturelle est par nature une question de politique publique. Et quand on étudie cette question, évidemment, à cette époque-là, il y a quelques années, on ne pouvait plus poser la question des politiques publiques sans poser la question de l'évaluation des politiques publiques. Quand on pose la question de l'évaluation des politiques publiques vis-à-vis de la diversité culturelle, on est face à une aporie. Parce que tous les indicateurs qui sont mis en œuvre pour essayer de mesurer si la diversité culturelle est atteinte, notamment dans le cinéma, puisque en France, c'est là que les enjeux sont les plus forts, en tout cas que les questions se posent le plus, on se rend compte que les indicateurs utilisés pour évaluer la diversité culturelle ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que chaque année, le Centre national de la cinématographie publie un certain nombre de chiffres et se félicite du fait que 200 films ou 240 films ont été produits. Il n'y a pas forcément de grande exploration, puisqu'on met les ressources pour que ces 200 films existent. Donc ce n'est pas forcément un bon indicateur. Évalue la part de marché du cinéma français, et quand on regarde ce qu'est la part du marché du cinéma français, alors à l'époque on se rendait compte que les premiers films c'était films comme Le Pacte des loups, ou Taxi, ou le film de notre voisin, Le Cinquième élément, qui sont des films dont on peut se demander en quoi ils traduiraient une identité culturelle française. Donc là non plus, on n'arrive pas bien à faire le rapprochement entre la politique qui est mise en œuvre et puis le résultat. Et donc quand on regarde des choses comme ça, on se dit finalement on ne peut pas évaluer, en regardant une production annuelle, si on a atteint des objectifs en termes de diversité culturelle. Et alors, cet élément-là m'a amené à poser la question différemment. C'est-à-dire que la question se pose non plus en regardant la production, mais en regardant les structures. Est-ce que les structures sont aptes à porter ou pas une diversité ?
C'est-à-dire on mesure plus, on évalue, on doit évaluer plus la diversité en termes de potentiel plutôt que de réalisation. Et ça renvoie à une caractéristique fondamentale des industries de la création, c'est le caractère, le fameux nobody-knows de Keynes. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place une politique, vous ne pourrez jamais garantir que des projets de qualité émergeront, que des œuvres géniales émergeront. Donc il y a une forme de déconnexion, en tout cas de caractère non mécanique de la politique mise en place et des résultats qu'on va obtenir. Et sur l'autre plan, donc la question du rapprochement entre cinéma et architecture, finalement, la réflexion m'a conduit à constater que pourquoi ces secteurs fonctionnent rencontrent les mêmes problématiques, mettent en œuvre les mêmes réponses, parce que l'activité qui est au cœur de l'un comme de l'autre est extrêmement structurante. Et cette activité, c'est l'activité de création. L'activité de création que je définis comme une activité de conception dans un environnement incertain. Et la définition que j'ai adoptée, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant, en parallèle de, peut-être même en une avance de phase entre modestie par rapport à tous les mouvements qui ont émergé autour de ces questions, ça a été celle-là. C'est-à-dire les industries de la création sont celles qui mettent en œuvre une activité de création. Point. Sans aucun regard sur la dimension esthétique. C'est-à-dire qu'il y a, dans la démarche, il y a un principe de diagnosticisme sur la qualité des produits. On regarde simplement la capacité des structures à porter la créativité, la diversité culturelle, etc. Alors, voilà un petit peu comment la question des industries de la création a émergé. À la fois le fait que finalement des secteurs qui peuvent sembler différents rencontrent des problématiques similaires et fonctionnent de manière assez similaire. Et donc le cinéma, la musique, l'architecture, l'ensemble des secteurs qu'a cité Vincent, mais aussi des secteurs qui ne sont pas soumis aux droits de propriété intellectuelle, comme le parfum ou la gastronomie. Avec la définition qui porte sur l'activité, ce sont des industries de la création. Avec la définition qui est souvent retenue et qui porte sur les droits de propriété intellectuelle, il ne rentre pas dans le champ. Dans la définition du DCMS, le parfum et la gastronomie sont exclus du champ. Alors, dernier élément introductif, pourquoi la question des politiques publiques est importante dans ces secteurs? Parce que quand on essaye de comprendre comment ils fonctionnent, on réalise que finalement la créativité, c'est-à-dire la capacité d'un secteur à être créatif, je n'essaierai pas de définir ce que veut dire créatif, repose sur des individus, donc ça c'est la vision extrêmement romantique de la création, mais des individus dans des environnements, c'est-à-dire dans des environnements structurés. Et ces environnements, c'est aussi bien des processus, donc au niveau d'entreprise, que des organisations, donc à un niveau un peu plus élevé, qu'un environnement industriel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a eu un cinéma français extrêmement dynamique, c'est parce que les structures, au niveau sectoriel, portaient ce dynamisme. Ce n'est pas forcément uniquement une génération spontanée d'artistes talentueux. Et voilà pourquoi la question des politiques publiques se pose, parce qu'on ne peut pas isoler l'acte de création, et donc la capacité d'un individu à être créatif, de l'ensemble des environnements dans lesquels il évolue. Et de ces environnements, les pouvoirs publics jouent un rôle assez considérable. Alors, je suis sur Rider. Je ne sais plus où j'ai commencé. Il reste 10 minutes, ça? Vous avez encore 10 minutes. D'accord. Alors, à partir de là, l'observation du fonctionnement des industries de la création met en avant des spécificités sur le plan de l'organisation, du management même, met en avant des spécificités sur le plan de l'économie. C'est-à-dire que la notion d'économie de la création fait sens. Il y a des caractéristiques communes dans le fonctionnement de ces secteurs-là, qui peuvent pourtant paraître extrêmement différents. Le jeu vidéo, par exemple, une industrie extrêmement cyclique, qui implique une technologie extrêmement complexe, présente des caractéristiques assez similaires à une industrie comme le parfum, qui n'a pas évolué depuis un siècle et demi. Je caricature un tout petit peu, mais parce que, dans un cas comme dans l'autre, l'activité de création est centrale.
Alors, avant de revenir sur ce que sont, selon moi, ces caractéristiques de l'économie de la création, je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la manière dont l'économie a pensé la question des politiques culturelles. Quand on regarde la manière dont l'économie a pensé les politiques culturelles, on constate d'un côté qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont identifiés. L'économie n'intervient pas encore. Problème 1, la concentration des outils de production. On constate que Hollywood, c'est-à-dire 6 entreprises concentrées sur quelques dizaines ou centaines de kilomètres carrés, produit une part non négligeable de la production cinématographique mondiale et plus encore concentre presque 85% de la consommation des films. D'autre part, une concentration de la consommation, là aussi, c'est un problème. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas, c'est aux politiques publiques de répondre, mais on constate une concentration de la consommation, ce qui a été popularisé ces dernières années par la notion de non-train, ou ce qui était défini avant par les économistes et sociologues par la notion de star system, qui est extrêmement présente et qui est un des volets de la pratique de la diversité culturelle. La concentration des outils de production en même temps d'un autre. On peut aussi citer l'accélération de la rotation des produits. Hein. Vous avez de plus en plus de livres qui débarquent sur les stands chaque année, alors même que la demande est plutôt en diminution, ou en tout cas que la lecture est plutôt en diminution. Donc un certain nombre de dysfonctionnements. Alors l'économie a essayé d'interpréter ça avec un certain nombre d'arguments, des arguments de type néoclassique, autour des notions de bien collectif, donc qu'a cité Vincent, autour des notions d'externalité, de rendement intergénérationnel, par exemple, a essayé de justifier une intervention publique aussi autour des conditions de l'offre, des théories comme la loi de Baumol notamment, des notions comme l'économie de prototype, ou par des arguments de politique économique. Et notamment le fait qu'on constate finalement que ces secteurs sont des secteurs porteurs, donc c'est ce qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, et qu'il y avait peut-être un enjeu au niveau des pays, voire des territoires, de les développer. Porteurs en termes de croissance, porteurs en termes d'emploi, porteurs en termes d'image aussi. Alors, moi, je voudrais m'arrêter sur d'autres caractéristiques qui me semblent beaucoup plus importantes ou intéressantes pour penser les politiques publiques. C'est-à-dire que les arguments que je viens de citer permettent de dire oui, il y a un besoin de politique publique dans ces secteurs. Mais sont à peu près n'arrivent pas ne sont pas forcément porteurs de ce que doivent être les politiques publiques. Il me semble que si on regarde ce qu'est l'économie de la création et ses caractéristiques, on arrive peut-être à comprendre un peu plus finement ce que doivent être les politiques publiques. Évidemment, je ne vais pas du tout épuiser la question, mais je pense qu'il faut avoir en tête les caractéristiques principales. La première, c'est la notion de risque. Là encore, qui est aujourd'hui bien connue, hein, c'est la notion de nobody knows, je pense que tout le monde la connaît, donc qui a été mise en avant par Keynes en 2000, en fait, qu'il a emprunté à un scénariste américain, qui constatait que finalement, dans le cinéma, on avait affaire à un certain nombre d'experts qui maîtrisaient parfaitement l'histoire du cinéma et des recettes des différents films sur les différents territoires en fonction des acteurs qui mobilisaient ou des histoires qui mobilisaient. Et systématiquement, à partir de là, ils essayaient d'extrapoler. C'est-à-dire que la singularité intrinsèque au film, les opérateurs essayent de la ramener à une forme de généralité. Et malgré ça, c'est le discours de William Goldman, le scénariste, nobody knows. C'est-à-dire que malgré leur connaissance pointue, ils se plantaient toujours. Ils étaient incapables de prédire le succès ou l'échec des films. Donc on a une vraie singularité du produit, et sur le plan économique, ça se traduit par cette nobody knows property, c'est-à-dire qu'on est absolument incapable de prédire le succès ou l'échec d'un produit dans ces secteurs. Et c'est valable pour le cinéma, pour la musique, pour le jeu vidéo, pour le parfum. Deuxième élément important, c'est la notion de talent, qui est fondamentale dans cette industrie, qui renvoie, alors là encore un certain nombre d'éléments que Vincent a mis en avant, qui renvoie à la propriété que Keynes a mis en avant, les art for art's sake, c'est-à-dire que des gens qui ont des modalités d'action qui ne sont pas uniquement de la recherche du profit immédiat. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres systèmes de valeurs, d'autres échelles de valeurs. Ils peuvent avoir d'autres échelles de valeurs. Et derrière cette notion de talent, il y a aussi l'idée de subjectivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque produit créatif est un produit dans lequel un individu s'engage personnellement, et ce qui renvoie à l'absence de demande.
Et dans ces secteurs-là, la notion de demande est quelque chose d'assez difficile à appréhender. Il n'y a pas de demande, il y a plutôt une offre. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec notamment un grand parfumeur qui m'expliquait, moi j'ai eu la chance toute ma vie, tout ce que j'ai proposé a fonctionné. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de répondre à une demande, mais voilà, mes envies rencontraient finalement rencontrer le marché. Et derrière cette notion de talent, il y a une troisième caractéristique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas le définir. Et ça, c'est très très important dans la structuration de cette industrie, c'est-à-dire que le talent ne préexiste pas. Dans le cinéma, les opérateurs disent « just as good as your last movie », c'est-à-dire que le talent, c'est celui qui a fait un bon film l'an dernier. Mais on ne sait pas l'identifier au préalable. C'est une des explications du Star System notamment, c'est-à-dire qu'on est face à des ressources dont on est capable d'évaluer la valeur qu'à posteriori. Troisième grande caractéristique, c'est la dynamique schumpeterienne propre à ces secteurs, c'est-à-dire qu'on a, alors là il y a quelques exceptions qui s'expliquent, mais globalement on a quand même une logique dans laquelle des gros acteurs sont en situation d'oligopole, ce que les économistes appellent les oligopoles à franges. Et à côté de ça, la nouveauté est apportée par des petits acteurs, des petites structures extrêmement fragiles, qui ne peuvent exister que par la différenciation. Donc s'ils apportent la nouveauté, c'est parce que c'est leur seule manière d'exister, et qui sont fragiles. Et donc leur carrière, c'est soit de disparaître, soit d'être absorbé par un grand, ou soit ça arrive de grandir. Et on a cette espèce d'équilibre qui s'opère dans ces secteurs entre des gros acteurs qui ont plutôt tendance à essayer de reproduire et d'évacuer toute singularité pour essayer de limiter les risques, et des petits acteurs qui ne peuvent exister que par la prise de risque. Et ça, c'est une autre caractéristique intrinsèque, et ce qui se traduit par le fait que l'économie de la création, structurellement, est une économie presque darwinienne. C'est-à-dire une économie avec énormément de propositions et beaucoup de disparitions. Si vous regardez la population des maisons d'édition en France aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 30% de maisons qui n'existaient pas il y a 5 ans. Donc il y a un taux de mortalité très important, il y a un taux de création très important aussi. Et tout ça donne lieu à une des caractéristiques fondamentales de l'économie de la création, c'est une économie d'abondance. Et ça, dans n'importe quel secteur, à tous les niveaux, vous avez une génération d'abondance. C'est-à-dire que quand une maison d'édition publie un livre, elle en a lu une centaine auparavant pour en choisir un. C'est-à-dire qu'il y a 99% de la production qui n'existera jamais. Et à partir du moment où la maison d'édition publie ce livre, ce sera un parmi 600 qui seront proposés aux libraires, lesquels en mettront une quinzaine sur leur table, et parmi lesquels seuls une demi-douzaine feront l'objet d'une campagne de publicité. Donc on a vraiment une logique d'entonnoir successif. Et ça, on peut considérer que c'est structurel. C'est structurel parce que, du fait de la propriété de Novodinov. Dans le cinéma français, régulièrement, il y a un débat qui consiste à dire est-ce qu'on ne produit pas trop de films. Le débat est mal posé. Forcément, on produit trop de films. Parce que forcément, on produira des films qui ne trouveront pas leur public pour en avoir qui trouveront leur public. Simplement, la question se pose différemment dans des secteurs à faible intensité capitalistique. Dans l'édition, l'industrie a quand même eu la ruse de trouver un système dans lequel on externalise les coûts de développement. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent sur leur temps le soir pour écrire des livres qui ne seront pour la plupart jamais publiés. Dans le cinéma, c'est beaucoup plus difficile, notamment du fait des coûts qui sont induits. Alors, cette économie d'abondance, donc cette logique d'entonnoir successif, pose la question de l'intervention publique, parce que comment on arrive à financer cette surabondance, qui est une nécessité, encore une fois. Et même quand vous regardez la manière dont sont produits les productions, y compris dans les processus, on est dans une logique de surabondance. Un parfumeur jette 90% de ses essais. Chez Pixar, dans le développement d'un film, on passe des heures à concevoir des personnages qui n'existeront jamais à l'écran, à faire des scènes qu'on ne verra pas à l'écran. Pixar salarie ses scénaristes, donc des gens extrêmement compétents qui ont fait leurs preuves et qui passent leur temps, quand ils sont pas sur des tournages, à réfléchir à des idées et à les proposer. Sur ces idées, il y a 5 idées qui sont pitchées régulièrement devant un comité qui s'appelle le Brain Trust. Il y en a 4 qui sont refusées. C'est-à-dire qu'on demande à des gens extrêmement compétents
très pointues et très bien payées de réfléchir à des idées qui ne seront jamais développées. Dans l'architecture, même les plus grands architectes perdent 3 concours sur 4, voire plus. Donc cette logique d'abondance est présente absolument partout. Et elle est structurelle. On ne peut pas avoir un système créatif qui fonctionne différemment, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas forcément le temps de m'appesantir. D'où la question, en tout cas une des questions les plus importantes pour les pouvoirs publics, c'est la question de comment on arrive à faire en sorte que cette surabondance existe. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte qu'elle s'inscrive dans une économie. Alors, encore une fois, quand c'est l'édition, on a trouvé une solution. Dans des secteurs qui demandent un peu plus de financement pour développer les projets, c'est un peu plus compliqué. Alors, je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, donc il me reste 3 minutes. Donc je peux... Même 4 parce que la prochaine intervention a annoncé que c'est Ouais. Ouais. donc on a un peu plus de temps. Je ne les savais pas avant de venir. D'accord, alors je vais prendre ces 4. Alors, simplement, pour terminer sur cette histoire de problématique de financement de la surabondance, comment ça se passe? En fait, quand on regarde les différents secteurs, on se rend compte qu'il y a en gros 3 logiques. D'abord, une logique qui fonctionne dans une économie marchande, c'est-à-dire que les caractéristiques du secteur en question ont fait qu'on a réussi à trouver une économie qui était capable de financer cette surabondance. C'est le cas du parfum, par exemple. Aucun parfumeur ne développe des parfums en dehors des maisons de parfumerie. Pourquoi ils ont réussi? D'une part parce que les maisons de parfums sont adossées à des grands groupes dont le parfum ne représente qu'une part infime de leurs revenus. C'est des groupes qui font plutôt des parfums pour la lessive ou pour les produits agroalimentaires, et la parfumerie fine ne représente qu'une part infime. D'autre part, parce que les coûts de développement de parfums ne sont pas si considérables. Les coûts de développement de parfums, c'est simplement du temps de travail des parfumeurs. C'est cher, mais ça ne demande pas des moyens à financer considérables. La deuxième modalité, c'est une modalité de mécénat. C'est-à-dire que finalement, cette surabondance, on n'est pas capable de la financer. Il y a... Donc, je vais quand même vous montrer... Voilà. Dans ces logiques d'entonnoir, en gros, vous avez l'aval de l'entonnoir qui rentre souvent dans une économie marchande. C'est-à-dire, en gros, c'est le star system. Que vous soyez dans n'importe quel secteur, on arrive à financer la création, la production d'un certain nombre d'acteurs. Vous avez tout l'amont qui, en général, est plutôt dans une économie du bénévolat, de la passion ou de l'amateurisme. Donc toute la question des politiques publiques, c'est selon les secteurs, arriver à savoir où on met le curseur. Il est évident qu'une des questions qui se pose, c'est qu'on ne peut pas mettre le curseur tout en amont, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout financer, tous les aspirants créateurs ne peuvent pas financer. Si tous les gens qui écrivent le soir devaient les financer, on aurait un certain nombre de problèmes. Mais d'un autre côté, ne financer, enfin faire en sorte que seule la partie aval soit financée, pose des questions de diversité culturelle, puisque on rentre dans un système, ça renvoie à la logique de longue traîne, où seuls les produits mainstream vont avoir une place sur le marché. Donc toute la problématique de la finance publique, c'est de se dire, finalement, il faut arriver à dépasser le curseur pour qu'on arrive à décaler un tout petit peu le curseur pour faire en sorte qu'une partie un peu plus importante existe. Sachant encore une fois que de cette partie n'émergeront qu'un certain nombre de projets qui seront rentabilisés. Alors, pour terminer, je voudrais proposer un modèle extrêmement simple avec des mots de tous les jours qui permet, à mon avis, de comprendre toute la difficulté de ce que sont les politiques publiques en matière d'économie de la création. Quand on regarde le fonctionnement de l'économie de la création, il y a trois éléments fondamentaux. Premier élément, j'ai appelé ça désir, par exemple pour les termes. Pourquoi désir? Parce que ça renvoie d'une part au fait qu'il y a à un moment donné un individu qui s'exprime avec une subjectivité. C'est un désir d'expression. D'accord? Et un des enjeux, c'est de faire en sorte que les gens qui ont ce désir puissent éventuellement trouver les moyens de l'accomplir. Le deuxième élément, c'est la notion d'outil. Alors la notion d'outil, vous la comprendrez quand, avec cette phrase d'Orson Welles qui
qui me paraît extrêmement intéressante, qui disait, peut-être était anodine dans sa bouche, un écrivain a besoin d'un stylo, un peintre a besoin d'un pinceau, mais un cinéaste a besoin d'une armée. Et là, on voit bien que selon les secteurs, l'outil d'expression, c'est-à-dire pour exprimer, pour accomplir son désir, peut être soit quelque chose de très facilement appréhendable, ou au contraire, être quelque chose de beaucoup plus lourd qui impose à la fois d'avoir du matériel, la pellicule, des caméras, etc., des équipes de tournage, voire des acteurs. Et donc les conditions d'accès de ce désir à l'outil de création ne sera absolument pas les mêmes. Et le troisième élément, c'est le marché. Alors le marché, pas forcément au sens longtemps, mais l'idée de marché traduit le fait qu'on est dans une économie structurellement darwinienne, c'est-à-dire dans les industries de la création, je ne crois pas qu'on puisse imaginer un système qui fonctionne mieux en termes de créativité et de diversité qu'un système dans lequel il y ait une très très forte sélectivité. Et encore une fois, le fonctionnement canonique des industries de la création, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de personnes qui ont un désir d'expression, qui se saisissent d'un outil, et ensuite, par un fonctionnement darwinien, un certain nombre d'eux arriveront à trouver une place sur le marché, arriveront à exister, arriveront à vivre de leur art, voire arriveront à la consécration. Et tout le jeu des politiques publiques, c'est d'arriver à faire en sorte... Alors, l'idée des entonnoirs montrait l'importance d'une intervention publique, parce que du fait même de cette surabondance, mais tout le jeu, c'est d'arriver à intervenir sans casser cette logique vertueuse qui est celle d'un renouvellement, la possibilité d'un renouvellement. Et il me semble que la grande difficulté des politiques publiques en matière d'industrie de la création, et compte tenu de ce qu'est l'économie de la création, renvoie un petit peu à cette logique d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'on a besoin du pouvoir public, mais la forme de l'intervention peut être extrêmement périlleuse, c'est-à-dire peut mettre en péril cette dynamique émergente, cette dynamique spontanée, cette dynamique de renouvellement créatif qui repose beaucoup plus sur une logique, je n'ai pas le terme, mais presque libérale. Et donc on a la difficulté de l'intervention publique, c'est ça, c'est arriver à intervenir dans une logique qui est foncièrement darwinienne plus que libérale, parce que le terme est beaucoup moins sujet à polémique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Donc ici, peut-être un mot. En gros, le rôle de la puissance publique, c'est beaucoup plus de mettre en place les conditions pour que les choses puissent se produire. Mais encore une fois, en acceptant le fait que absolument rien ne avance. Merci beaucoup. Merci. On a une dizaine de minutes pour des questions, des remarques. Bernard Miège. Question? Bref. Non. Tu as dit qu'il y avait des